Salut tout le monde, bienvenue dans la Ligue des Cinévores. Je suis en compagnie de mon meilleur chum Mathieu. Comment tu vas? Je vais super bien, pis toi? Ça va super bien. Est-ce que t'es prêt à parler de cinéma en masse aujourd'hui? Écoute, je peux pas être plus près que ça en ce moment, je suis 100% prêt. Fait qu'on lance les chroniques drettes là. Les chroniques. Bon, on est rendu dans la section chronique aujourd'hui. Alors, Mathieu, je veux savoir ce que t'as écouté cette semaine? Ben, cette semaine, j'ai écouté 2 films et une série, puis je vais aussi parler d'une série qui s'en vient d'ailleurs. D'abord, mon premier film que j'ai vu, c'est un film que j'avais déjà vu, qui est, Whiplash, je prononce très mal. Whiplash. Whiplash, merci, mon anglais est si mauvais. Ah, c'est correct. Dans le fond, c'est un très bon film, je crois que t'as vu, tu l'as-tu vu? Je l'ai pas vu encore, je sais. En plus, il est sur Netflix, faut vraiment juste me donner la peine. Ouais, je trouve que c'est un chef-d'œuvre comme film. J'ai fait découvrir à ma mère il y a pas très longtemps, puis depuis, elle l'a écouté plusieurs fois en boucle. C'est un film très simple à la base. À fond, on suit un drummer qui veut devenir professionnel à une école de musique aux États-Unis. Puis il s'est accepté dans la meilleure fanfare de la meilleure stage band de musique. Puis le prof il a connu pour être très sévère, tout ça. C'est un film très psychologique. On voit que la musique c'est pas si simple que ça dans le fond. Puis c'est porté par un acteur. L'acteur qui est vraiment important dans le film, c'est lui qui s'occupe du stage band. Qui est j'ai un blanc sur l'acteur. C'est-tu Miles Teller? Ou J.K. Rowling? Pas J.K. Rowling, J.K. Simon, ouais, c'est ça. Mais il joue avec Miles Teller. Mais ça, Miles Teller, c'est le drummer, mais l'acteur vraiment qu'on porte attention, c'est vraiment lui qui s'occupe du stage band, qui a vraiment une personnalité forte, qui va pousser ses idées à l'extrême. C'est une histoire vraiment courte, mais vraiment profonde. On embarque dans l'histoire rapidement, puis on vit des émotions parce que on s'attend pas à voir ça dans un film de musique. Et je l'ai écouté 3 fois à date dans ma vie et j'ai toujours le goût de l'écouter encore, c'est vraiment un bon film. Ok. Dans le fond, j'ai écouté aussi 2 séries. Avant de parler du deuxième film, je vais parler des séries. Dans le fond, j'ai continué à Mentalist, je suis rendu à la saison 3. Ok, t'avances. Ouais, j'ai pris, quand je passe une nouvelle série, souvent, je viens à titre très rapidement. Et, je dois dire que je suis pas déçu de la série. Au début, j'étais sceptique. Et, j'adore de plus en plus le personnage de Patrick Jane, qui est le personnage principal de la série. Plus qu'on avance dans l'histoire, plus que sa personnalité se développe, plus qu'on voit ses compétences à l'œuvre. Et depuis la saison 3, il y a un cran qui a augmenté encore. On voit encore une meilleure qualité dans la série. C'est une série que j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais je m'attendrai pas tant que je l'ai pas fini, je vais en parler, c'est certain. Il y a combien de saisons, tu veux dire? Il y a 7 saisons. La série a fini il y a 2 ans, je crois, en 2015. Okay. Et ça vaut le détour, là. C'est vraiment très bon. Et je vais parler aussi d'une autre série qui commence demain. Qui est Gotham, une série sur l'univers de Batman, qui est dans le fond la préquelle à l'univers de Batman, c'est la jeunesse de Bruce Wayne, que je crois que tu connais aussi un peu. Ouais, j'ai plus ou moins apprécié, pas là, parce que je me suis pas donné assez. Je pense éventuellement y retourner. Ben, c'est une série que d'approche, ça peut paraître comme pas une bonne idée. Mais c'est ambitieux, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est très ambitieux à la base. Beaucoup de gens ont critiqué la série avant même qu'elle soit sortie parce que c'est difficile de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir, dans le sens que là, on voit la jeunesse de Bruce Wayne, qui est dans le fond celui de devient Batman. C'est jamais vu. D'habitude, on a des flashbacks qui montrent sa jeunesse. Là, on fait des séries complètes sur lui, une saison de 20 épisodes par saison. On arrive à une 3e saison à partir de demain. Ils ont trouvé une façon intéressante de partir de ça. Dans le fond, on suit l'univers de Batman à travers Jim Gordon, qui commence sa carrière de policier. Sans moustache. Sans moustache, ouais. C'est son élément qui fait qu'on le reconnaît. Et dans le fond, la série évolue autour de lui. Puis en parallèle, on a Bruce Wayne secondaire, qu'on voit son histoire aussi. Et ce qui est bien de cette série-là, c'est que c'est comme une série policière, il y a des enquêtes, mais on voit des méchants de Batman, soit qui arrivent, soit qui se créent tranquillement. Donc ça fait plein de références, puis c'est vraiment pour les gros fans de l'univers Batman, ou ceux qui connaissent pas, qui veulent le découvrir. C'est une série vraiment intéressante. La saison 1 était correcte, la saison 2 a su des records, elle est vraiment super bonne la saison 2. Et la saison 3, j'ai hâte de la voir, il y a beaucoup d'attentes. Et le dernier film que je vais parler, on l'a vu tous les deux cette semaine. Ouais, c'est rare qu'en plus on se parle pas de temps la semaine. C'est ça, j'étais surpris, alors je sais pas si on va parler en premier. Ben écoute, j'ai écouté, parce qu'il est arrivé sur super écran, c'est le Expendable 3, ou en français Les Sacrifiés 3. Voilà. Pour résumer rapidement, c'est un groupe de mercenaires réputés qui s'appelle les Expendable. Et ce qui fait que le film se distance des autres, c'est que c'est tous des acteurs connus, mais qui ont eu dans l'époque. Ils ont eu une carrière avant. Oui, c'est ça. Qu'on voit beaucoup moins avant, là. Qu'on voit beaucoup moins maintenant. C'est des acteurs des années 80 qui faisaient beaucoup de films d'action, comme Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, entre autres. Et pour donner une idée, le méchant de Expendable 3, c'est Mel Gibson. Ouais, c'est ça. Mel fucking Gibson. Ça, c'est il y a un grand casting, un gros casting pour ces films-là. Le 3 est considéré comme le moins bon, même s'il y a beaucoup d'action contrairement aux autres.
encore plus d'action, je dis, contrairement aux autres. Parce que le problème de ce troisième épisode-là, c'est que le green screen est tellement apparent que ça vient péter l'immersion. Mais ouais, surtout le combat final, à la fin, on peut voir beaucoup de problèmes d'effets spéciaux, il y a des choses qui marchent pas. Ben ça a l'air que le tournage de ce film-là n'a pas vraiment été de tout repos. Il y a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs, ils ont changé un acteur principal de la série qui était Bruce Willis. Il a refusé de revenir dans le film parce qu'il voulait pas le payer assez. Ben c'est parce qu'il demandait 4 millions pour 3 jours. Ouais, c'est ça. C'est parce que... Non, mais ça, à un moment donné, il y a des limites. Puis, pour compenser, mais on décide de prendre Harrison Ford, là, tu sais. il joue le même personnage? Non, il joue, dans le fond, le supérieur du personnage de Bruce Willis, parce que dès le début du film, dans le fond, le personnage de Bruce Willis, pour ceux qui connaissent pas la série, dans le fond, c'est celui qui donne les missions au groupe des sacrifiés. Mm-hmm. Puis, dans les 2 premiers films, puis dans le 3e film, dans le fond, au début, on le voit pas, puis à un moment donné, Sylvester Stallone, son personnage principal, il a besoin d'aide, fait qu'il demande à le voir, mais à la place de voir lui, il voit un autre homme, puis l'autre homme, c'est Harrison Ford, puis il dit que c'est son supérieur, puis que lui a été viré, puis que maintenant, c'est lui qui va charger les missions. Donc, c'est une manière d'introduire, puis aussi de niaiser Bruce Willis. Puis, j'étais content de revoir Wesley Snipes, qui était en prison à cause qu'il avait pas payé ses impôts. Oui, à base, j'avais vu ça récemment, il était censé être dans le casting de base du premier. Ouais, puis il était en prison. Ah, c'est ça, il était en prison, donc il a pas pu... c'est un des premiers acteurs qui avait pensé pour son film. C'est lui qui avait réalisé le premier. Puis comme il était en prison, il pouvait pas le prendre. Puis comme quand il est sorti de prison, il a pu enfin le prendre, il l'a mis dans le 3e film. Mm-hmm. C'est une des choses que j'ai aimé du film, c'est pas mal une des rares que j'ai aimé du film. Ouais. À part ça, l'histoire du film était comme... C'était... C'est pas un film que t'écoutes pour l'histoire. On sent qu'il était rushé le scénario, c'est ça qui arrive. Mais on commence pas à critiquer ici parce que... mais je pense qu'à un moment donné, on fera un dossier. Un saga Expendable. C'est quand même une saga, en fait c'est une trilogie. Là. Ouais. Mais je pense... il y en a un 4 qui est en route et un spin-off féminin qui s'en vient aussi. Oui, ça commence à grossir cet univers-là. Ben, il y a un potentiel. Non, c'est ça. Tant que les acteurs sont toujours présents. Et tant que tu peux te rendre la vache, il y a du lait qui sort. Toi, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? J'ai écouté le très 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 ordinaire Taken 3. En français, l'enlèvement en 3. Oh boy, ça on va parler longtemps. Écoute, dans le fond, pour résumer le film aussi, parce que... c'est une trilogie comme... Ouais, c'est une trilogie, un très mauvais film. Pour ceux qui ont peut-être vu le premier, dans le fond, c'était la fille d'un ancien agent du FBI qui se faisait kidnapper. Et dans le fond, lui, il a tout fait pour trouver sa fille. Qu'est-ce qui est arrivé dans le 2? Sa fille s'est fait kidnapper avec sa femme, mais dans le 3, qu'est-ce qui arrive? Ben là, c'est lui qui est comme mis en... Moi, je pourrais dire... C'est lui la cible, là. Ouais. À cause de toute la merde qu'il a fait dans les 2 premiers films. Ouais. Mais c'est tellement niaiseux. C'est... Le film 1 sur 5, il y a la sauce. Le 2, les scènes d'action sont de très basse qualité. Liam Neeson, on dirait qu'il s'en fout d'être dans ce film-là. Il joue probablement pour remplir le chèque. Puis... Non, c'est ça. Ben, on commence pas trop à détailler le film parce qu'on peut en faire... Ben, c'est vraiment un très mauvais film. Non, on peut dire que c'est le moins bon des 3. Ah ouais, le 2, il était... OK, c'est correct. Autant que le 1, c'était un très bon film. Ouais. Le 2, c'était correct. Tout le monde avait aimé le 1, c'était une surprise en soi. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que chaque film de Taken ont été ultra rentables. Non, ça m'a étonné, j'étais très déçu du 3e. L'histoire se tenait pas, en tout cas, on en reparlera. Sinon, je vais faire ça rapidement aussi. Vas-y. J'ai écouté Megamind, le film d'animation. Oui. C'était pas la première fois que je le voyais, mais c'est tellement un bon film d'animation. Malheureusement, ça a été un échec pour, je pense que c'est DreamWorks qui le réalise. C'est pour ça qu'il n'y en a jamais eu 2, mais pourtant l'histoire est super bonne, le casting c'est 5 étoiles. C'est une histoire originale, ouais, c'est un casting 5 étoiles. Pour donner un contexte un peu, c'est que dans le fond, Megaman est le méchant du film, et il réussit à tuer le super-héros. De base, il s'y attend pas, puis en passant, c'est un film d'animation pour tout âge, là, il comprend pas. Fait que là, il réalise finalement en bout de ligne que lui, pas de super-héros, ben, sa vie est un peu morose, alors il décide d'en créer un, et ça amène des situations un peu loufoques. C'est vraiment, vraiment drôle. Étrangement, la traduction québécoise, je la trouve quasiment aussi bonne que la version américaine. Aïe, ok. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien le doublage. Mais tu sais, les films d'animation, souvent le doublage, c'est du doublage pour la version américaine de toute façon. Non, c'est ça. C'est du doublage sur du doublage. Alors, mais je vous le recommande autant en anglais qu'en français. Il me semble d'ailleurs l'acteur principal du film-là, il est connu, je pense que c'est Will Ferrell. Ouais, c'est Will Ferrell qui fait l'acteur principal, Brad Pitt fait le super. Et puis, ça fait bien. Tina Fey fait la fille principale. Et est-ce que j'en oublie un? John Hill fait le méchant du film, mais je vous laisse... Et tout le casting quand même pour un film d'animation. Ah oui, surtout John Hill, voir ça. Ah, c'est ça. J'apprécie. Et Will Ferrell aussi, d'ailleurs... Ben Will Ferrell, je pense qu'il est prêt à accepter quand même beaucoup de projets, même s'il est surtout relié à la comédie, comme on parlait souvent. Les films d'animation, j'ai jamais regardé, mais je pense que c'est son premier film d'animation.
Possible, je sais pas. Je serais curieux de voir, mais il me semble que je l'ai jamais vu dans aucune animation. En tout cas, on n'étendra pas sur le sujet. Sinon, comme dernier film que j'ai écouté, c'est Wallace et Gromit, je sais pas si tu connais. Je suis pas sûr, c'est quoi déjà l'histoire? C'est dans le fond un chien, c'est un film d'animation encore, mais en pâte à modeler. Ah! Et c'est fait par Stop Motion. C'est eux autres qui avaient fait Chicken Run. Ou en français, je pense que c'est les poules en fuite. Oui. C'est vraiment bien fait. C'est drôle. C'est un chien et un mouton, c'est ça? Non, ça c'est Sean le Mouton. Ah! Mais c'est les mêmes réalisateurs. Ah, c'est la même gang. Quoi, okay. C'est ça, dans le fond, c'est un chien avec son maître qui sont des chasseurs de lapins qui viennent dévorer les terrains des autres. Ça a l'air de la base. Mais l'animation est très bien faite, l'humour est très drôle. Les personnages sont... La part de modeler rend un âme au personnage. C'est vraiment intéressant. Puis tu vois, le niveau de détail il est vraiment fou. Là. C'est vraiment... Je me rappelle du film avec le chien et les moutons, puis ça m'avait marqué longtemps. Ça m'a étonné. C'est du stop motion. Ah, c'est ça, c'est du travail. C'est comme les Lego Movie. Il y a des scènes en animation, mais le Lego Movie, généralement, tout été fait. Ah, Lego, c'est fou raide. Non, c'est tout. Alors, c'est tout pour ce qu'on a écouté cette semaine. Là, on embarque directement à la section nouvelles de la semaine. Mathieu, je vais te laisser y aller en premier. Ah, ben, merci. Moi, j'ai deux nouvelles qui m'ont retenu l'attention cette semaine. Vas-y. Encore une fois, je reviens d'Animal de super-héros, puis je suis un grand amateur des super-héros. Pour vrai? Personne ne l'a dessus. Je surprends tout le monde va tomber de leur chaise. Donc, la première nouvelle, c'est que ça a été officialisé qu'il y allait avoir un Man of Steel 2. Même si depuis longtemps on le savait par rapport aux rumeurs. C'était confirmé. Parce que c'était précisé que, dans le fond, Batman vs Superman n'était pas un Man of Steel 2. Non. Qu'il allait avoir une suite vraiment juste pour Superman, parce que, dans le fond, il s'est volé la vedette dans ce film-là, Batman vs Superman. Superman était dans le film de Batman vs Superman? Je me rappelle. Ben, je pense qu'il a fait un caméo. Ah ouais, c'est possible. Ah, je pourrais le revoir. Très bon. Excellent. Et, dans le fond, deuxième nouvelle, encore dans les super-héros, je vais essayer de... Ben, rapidement, t'es-tu heureux de Man of Steel 2? T'es-tu content d'en vouloir de ça? Ben, autant, je suis pas un grand fan de Superman à la base, autant j'étais surpris du Man of Steel, parce que les autres films avant de Superman qui avaient tenté, ça peut être à part les classiques des années 80, les autres qui ont tenté comme Superman Return, qu'on a déjà parlé, ça m'avait découragé de continuer à écouter des trucs de Superman. Puis Man of Steel, j'ai été surpris puis j'ai aimé. Moi aussi. Autant que l'univers actuel, le DCU... Mais il est mitigé. Ouais, le premier Man of Steel, j'apprécie. Il y a des défauts. Il y avait le mérite d'avoir un divertissement. Ah, c'est ça, puis ils ont pu montrer une nouvelle vision de l'histoire de Superman. On était toujours la même histoire, puis ils ont pu montrer un nouveau point de vue de l'histoire, ce que je trouve ça très intéressant. C'est des choses, c'est ça, c'est tant mieux, c'est rare dans le monde des personnes. Donc, je suis content, il y a pas beaucoup d'informations de sortie, je suis curieux de savoir ce qui va arriver, quel méchant va être dans le film, quel personnage va être là, est-ce qu'il y aura des références aux autres héros. Déjà qu'on sait que dans certains films d'héros d'ici, il va y avoir d'autres héros, comme le film de Flash. Ils ont déjà dit qu'il va y avoir Cyborg dedans pour faire un parallèle, pour relier les films entre eux. Ils ont pas parlé s'il y a un lien, mettons, je sais pas si Batman va faire une autre apparence dedans, j'espère pas, parce qu'il va encore y voler la vedette. Ouais. Faudrait pas. Mais j'ai beaucoup d'espoir. C'est un des rares films de DC que j'ai beaucoup d'espoir en ce moment. Parce que le premier, je l'ai beaucoup aimé. Donc, si c'est comme le premier, je vais vouloir l'écouter. Parce que les autres, c'est de l'inconnu, Flash, tout ça, on les a pas encore vus, donc je reste sceptique. C'était mes deux... non, je m'en ai dit mes deux nouvelles, mais ma deuxième nouvelle, ça reste encore dans l'univers de DC. Okay. Je vais essayer de pas toujours dans les comics, sinon je vais ennuyer peut-être les gens à long. Mais la deuxième, c'est un autre film qui est officialisé, qui était une rumeur. Dû à la popularité du personnage dans le film de Suicide Squad, Harley Quinn va avoir le droit à son spin-off. Ouais. Il y a pas encore beaucoup de détails de sortie. J'imagine que ça va être dans l'univers de Batman, j'imagine bien. Parce qu'Harley Quinn existe à cause de Joker, puis le Joker existe à cause de Batman, donc il devrait sûrement avoir des références. Soit Batman fait un caméo, quelque chose, soit ça se passe à Gotham. Ce serait logique, d'après moi, qu'il y ait un lien comme ça. Parce qu'Harley Quinn est, même si c'est un comique récent, elle a réussi à se détacher de l'univers de Batman. Elle est très ancrée encore. Hein? Elle est très ancrée, oui, ça. Elle reste toujours dans le coin, mais c'est un peu relié au Joker. Elle se fait un peu de Batman, elle a plus autant le goût de le tuer. C'est un film que je sais pas quoi penser de ce film-là. Ok. Pour l'instant, j'ai pas d'opinion. Je vais attendre d'avoir des premières nouvelles avant d'en dire de quoi là-dessus. On sait Margot Robbie, pour donner un contexte, c'est elle qui incarne Harley Quinn dans Suicide Squad, va coproduire le film. Ah, ok. Elle a son mot à dire. Depuis, on a su que le Joker ne serait pas dans le film Justice League, mais ils n'ont pas démenti qu'il serait dans le film de Harley Quinn. Moi, ce que j'aimerais, ce serait le film Harley Quinn and Joker. Ça serait l'idéal, parce que le Joker mérite nettement plus de place. Est-ce que Jared Leto veut continuer?
Je sais pas. Ben, il était très critique, il a dit qu'il était pas sûr s'il voulait continuer à le faire, il l'a dit dans une entrevue. Ben, il était frustré parce qu'ils ont coupé quasiment, il a fait, je pense, pour 1 heure de tournage. Il dit qu'il avait assez filmé pour faire un film à lui tout seul. Ouais. Puis il est là 15 minutes dans le film. Non, il est très déçu. Mais ça me rappelle que dans la nouvelle monture New 52 de Harley Quinn, ils ont fait une BD juste pour elle qui avait 12 comics. Et dans le fond, ils ont revu le personnage, puis ils ont mis un concept qui existait juste pour un personnage à date, c'est Deadpool. Deadpool il est conscient qu'il est dans un comic. Ils ont fait un comic basé sur Harley Quinn qui est consciente qu'il est dans un comic. Fait qu'elle arrête pas de blaguer, de niaiser, puis c'est une tueuse en série, fait que là, elle fait des meurtres, elle s'amuse dans Gotham. Je sais pas si ça fitterait dans l'univers de film actuel. Je sais pas, ça pourrait être intéressant de faire comme un Deadpool DC pour faire compétition. Ouais, ils sont bons pour copier, hein. Ouais, mais en tout cas, c'est une idée qui m'est passée dans la tête. J'ai pas encore lu le comic qui est dans ma liste à lire, donc je vais le lire pour en faire une opinion, mais quand j'ai appris ça, j'étais très surpris. Mais Deadpool avait le monopole pour cette capacité-là de savoir qu'il est dans le comic. En tout cas, je vais t'aller pas trop là-dessus, je vais te laisser à ton tour parler de tes nouvelles. Je vais closer le bloc super-héros. J'en ai une moi aussi. Oh. Jon Favreau a été vu actuellement. Il apparaît sur une photo accompagné de Kevin Feige, qui s'occupe de l'univers, dans le fond, toute la cohérence de l'univers de Marvel, en compagnie de Robert Downey Jr. et en compagnie de Tom Holland, qui est l'acteur principal du nouveau Spider-Man. Là, vous allez me dire, ok, où tu vas avec ça? En fait, ce qui arrive, c'est que Jon Favreau était le réalisateur du premier et du deuxième Iron Man. Ok. Les rumeurs vont bon train parce que Jon Favreau a déjà dit en entrevue qu'il était prêt, éventuellement, de faire un nouveau film d'Iron Man si Robert Downey Jr. était parfait. Oh! Et Robert Downey Jr. a déjà dit, je vais m'avoir. Je vais checker, je vais t'en parler. Il faut dire qu'il est reconnu pour avoir refusé à plusieurs reprises de continuer à faire son personnage. Ils ont dû augmenter son salaire plusieurs fois pour qu'il reste, parce qu'à la base, il avait signé pour 3 films. Ouais. 2 Iron Man puis Avenger. Puis ils ont tout fait pour le garder, pour pas qu'il s'en aille, pour devoir changer d'acteur, parce qu'il voulait absolument qu'il reste. Parce que celui-là, il est irremplaçable. C'est comme le pilier qui a parti l'univers, là. C'est ça. Mais on va voir. Écoute, ce qui me fait penser que Tom Holland soit là, peut-être que c'est pour le deuxième film de Spider-Man, qui est déjà probablement en préparation. On va loin, là, ça doit être pas. C'est déjà publié que dans le nouveau film de Spider-Man, Tony Stark va être présent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pourquoi Jon Favreau est là? Même s'il apparaît dans les films, il a un rôle très mineur. Ouais. On verra. Ben, deuxième nouvelle, parce qu'on sort du bloc super-héros. Alléluia! Je vais parler de films québécois. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le cinéma culturel. C'est sûr que je m'en vais dans le gros blockbuster québécois. Je suis content d'avoir appris que mon Cop Bad Cop 2, le tournage est officiellement terminé. C'est une bonne nouvelle. Oui, je suis content parce que le premier film m'avait vraiment beaucoup plu. Surtout le personnage de Louis-José Hood qui sortait beaucoup du lot, qui était vraiment drôle. Et le film vraiment était révérencieux pour l'époque. Il y avait une bonne réalisation de chiffre quand on regarde ça avec un très travaillé comme film. Oui, c'est ça. Puis ça a été le plus gros succès québécois de tous les temps. Non, c'est ça. Il n'a pas été battu à ce jour. Non, c'est ça. Puis t'as quand même l'acteur Colm Feore qui joue aussi là-dedans, qui est quand même un acteur qui joue dans les films Marvel, c'est lui qui faisait, il a même joué dans le DCU. C'est un gros acteur. Je suis vraiment curieux de voir ce que... C'est un acteur canadien qui, lui, sa carrière est en boom, il fait il fait beaucoup de films. Que ce soit canadien. Je me rappelle qu'il faisait la fois dans le dernier Spider-Man, qui était, on s'entend, un peu plus correct, là. Je vois, je sais que tu l'as pas aimé, mais il fait comme un méchant secondaire du film. Ouais, qui est là très peu, mais ouais. Brièvement, là, Ou sinon, dans Thor 2, c'est lui qui joue l'homme de glace. Tu savais ça? Oui, je savais. C'est le premier temps. En tout cas. Alors, non, c'est ça. Alors, le tournage est terminé. Je tiens à préciser que c'est pas Éric Canuel qui réalise le deuxième film. C'est un nouveau réalisateur. Je sais pas pourquoi, par exemple, Éric Canuel a lâché. Là, je suis un peu sceptique pour le film, mais c'est qui est... Je connais pas le nom précisément, mais c'est pas grave. Éventuellement, je veux vraiment aller c'est sûr que probablement je vais aller le voir à la sortie. Moi, c'est sûr qu'à l'instant, je veux le voir. Non, c'est ça, je veux vraiment le voir parce que c'est vraiment une franchise. Je pense que... le premier avait très surpris à l'époque, parce que à bord, je sais pas qui fait ces films québécois. Puis en voyant ce film-là, il m'a marqué, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Puis c'est un film qui s'attend pas à une aussi bonne qualité pour un film québécois. Puis en plus, il touche tous les domaines de l'actualité des Québécois, là. Hockey, la politique, les anglophones. Ça touche tout l'univers québécois, surtout à Montréal, là. C'est tout le contexte qu'on a actuellement.
C'est Alain Desrochers qui a réalisé le film. Je suis désolé, je suis allé fouiller vite sur Internet. C'est lui qui a réalisé, dans le fond, le premier Nitro et le deuxième Nitro. Oh, ok, je sais, ayez pas peur. Mais on a quand même un bon casting. Lucie Laurier, elle revient, même si elle est dans le premier. C'est Marc Beaupré et Mariana Madza qui s'ajoutent à la distribution pour ce second chapitre. Oh! Alors, on va voir. Une autre Maurice, il y avait des rumeurs qui disaient que, ben pas des rumeurs, mais les méchants du premier film, l'acteur c'est Patrice Bélanger. Ouais. Il avait dit qu'il aimerait ça revenir dans le deuxième, il avait dit ça. Il m'a pas explosé, je pense. Fallait pas que tu dises le punch, mais... Ouais, ben là, écoute, le film, il est c'est ça qui était drôle, il disait, il pourrait avoir une manière de le ramener, c'est. Il avait dit ça en joie quand on a une entrevue qu'il a annoncé le 2. Parce qu'il a beaucoup aimé, il a dit que c'était un de ses personnages préférés qu'il a fait dans les films. C'est ce personnage-là de méchant québécois anglophone, genre. Alors, je pense que c'est fait tout pour les nouvelles. T'avais-tu autre chose? Ben, moi non, t'avais rien d'autre à ajouter? Non, pas à ma connaissance. Non, c'est pas mal tout. Alors, on va embarquer directement dans le hors-sujet. Je vais te laisser y aller en premier encore une fois de plus, mon mat. Défonce-nous les hors-sujets. Pour l'hors-sujet, j'ai pas beaucoup de stock à dire. Dans le fond, j'ai une semaine très chargée derrière moi. J'essaie quand même de ramasser du contenu pour en parler, ou de faire des fois des choses aux personnes. Cette semaine, je me suis attardé à un comic qui est relativement récent. Je suis plus sûr de la date, mais c'est très récent dans l'univers des comics. Dans le fond, c'est Batman et la cour des hiboux. Okay. C'est un tome, il y a 6 tomes, je me rappelle bien. C'est pour introduire un nouveau méchant, si on veut, dans l'univers de Batman, puis aussi de réécrire l'origine du personnage. Parce qu'après, à chaque temps d'année, ils décident de réécrire les histoires de tous leurs héros pour attirer les gens à les suivre. Alors, la cour des hiboux, pour faire simple, dans le fond, c'est que à l'origine, dans le fond, l'histoire se passe dans le présent, puis Batman fait une enquête, puis il tombe sur des éléments qui fait croire que la cour hibou existe. Donc, il décide d'en parler parce que à ce moment-là, personne ne sait c'est quoi. Puis, dans le fond, il explique qu'à l'origine, à Gotham, à l'origine de la fondation, il y avait un groupe de gens, un organisme secret qui s'appelait la Cour des hiboux. C'est les gens les plus influents et riches de Gotham qui se réunissaient en secret pour décider de comment gérer la ville, la politique, l'économie, tout ça. Et ils prenaient des décisions qui allaient vivre, qui allaient mourir. Puis, si t'étais accepté, si tu te demandais de venir dans les rejoindre, si tu refusais, tu tuais. Donc, il explique ça en disant que quand il était jeune, ses parents se sont fait tuer. Il a tout de suite passé, il y a eu des fois des éléments qui pensaient que c'était ça, puis il fait des enquêtes quand il était jeune. Sa première enquête avant d'être Batman, c'est quand il était adolescent, puis enquêté pour découvrir la cour des hiboux, puis ça s'est tombé qu'il n'avait rien découvert. Puis là, on vient dans le présent, puis dans le fond, il enquête là-dessus, puis il découvre que c'est réel, puis que, dans le fond, l'origine de l'histoire de Batman est changée dans le sens que c'est à cause de la cour des hiboux qu'il est devenu Batman, parce que c'est la cour des hiboux qui ont tué son père, parce qu'il a refusé d'être dans ce groupe-là pour gérer la ville. Donc, dans le fond, c'est un nouveau méchant, c'est un groupe de gens influents, puis pour faire éliminer Batman, parce que, tu sais, Batman se bat et tout ça, ils ont une armée d'assassins, qui appellent les hommes hiboux, qui sont, congelés puis décongelés selon les besoins pour affronter les ennemis puis assassiner les autres. Donc, ça a été vraiment, il y a beaucoup de méchants Batman récents qui n'ont pas été très appréciés, mais quand ils ont créé ça, ça a été vraiment un hit, dans le fond. Ouais, c'était un hit. Les gens ont beaucoup apprécié, ils ont fait 6 tomes depuis ce moment-là, dans l'univers, peu importe l'univers de Batman, créé, il est toujours présent. C'est devenu de base avec Joker, tout ça. Et tellement qu'il est devenu populaire que j'ai parlé de Gotham tantôt, dans le fond, la saison 3 est annoncé que l'ennemi principal du début de la saison, je sais pas si c'est toute la saison, mais ça va être la cour des hiboux. Parce que c'est déjà tellement devenu populaire dans les comics qu'ils l'ont transposé dans la série, puis j'aimerais ça voir ça plus tard en film aussi. Peut-être dans un futur film de Batman avec Ben Affleck, mettre ça comme méchant, ça pourrait être intéressant. Ce serait original, on n'a pas encore vu ça. Ça ferait découvrir un méchant pour ceux qui lisent pas le comic. Donc c'était ma nouvelle principale que je devais aller dans les hors-sujets. Dans le fond, c'est le seul comic que j'ai pu branler. Et je continue toujours à aller aussi Teen Titan que j'ai déjà parlé, mais je voulais pas trop être redondant, donc j'en ai pas reparlé. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à dire dans le hors-sujet? Rapidement, dans le fond, j'étais allé voir la publication de Night of the Hall, je sais pas, en tout cas la cour des hiboux, c'est sorti entre avril puis mai 2012. Ah, c'est ça, c'est très récent, là. Ouais, c'est ça a moins de 4 ans. Non, c'est à 4 ans, excuse-moi. Ouais, c'est à 4 ans, ben oui. Moi, cette semaine, j'étais encore sur le jeu vidéo parce qu'on change pas une recette qui marche. Ah non, il y a tant de bons jeux. J'ai du bon et du mauvais. Ah, je t'écoute. Je vais commencer par le mauvais, mais toujours mieux commencer par le mauvais. une petite touche positive. Oh! Dans le fond, cette semaine, ils ont sorti la bande-annonce de Resident Evil 7. Je suis vraiment excité par le nouveau, parce que la franchise prend un risque, et je trouve ça déjà rare dans une saga comme Resident Evil, de prendre des risques aussi élevés. Mais c'est sûr que quand tu penses en 2, 3 et 4, il y avait une grosse différence de gameplay. Oui.
mais ça restait du survival avant. Le 6 avait viré action. En fait, c'est à partir du 5 ça viré action. Ouais, mais le 6 c'était vraiment genre... le 6 c'est mauvais. Et le 7, dans le fond, la bande-annonce m'a vraiment beaucoup plu parce qu'on retourne dans un manoir. On était la première personne comme les shooters actuels, mais dans le fond, ça va être un jeu de survie dans un manoir avec une famille de cannibales fuckés qui vont arriver des fois défoncer des murs, arriver de nulle part. Ça va être une ambiance glauque. Il va y avoir des énigmes. On change de registre, là, on vient à l'origine. À l'origine, avec une perspective différente. Je sais pas si on va avoir des zombies. Je pense qu'il essaie de rien dire sur le jeu, de laisser un suspense. Mais là, tu vas me dire, ben là, Mathilde, qu'est-ce qu'il y a de négatif alors? Ce qui est négatif, actuellement, il y a une démo sur PlayStation 4. Oui. La démo, dans le fond, permet d'essayer une maison, de se promener dans une maison. Il y a quelques énigmes très très faciles qui se remplissent. Oui, la démo se fait en 5 minutes. Et pas long, j'ai vu un gameplay sur YouTube assez très rapidement. L'ambiance est excellente. Ah, c'est vraiment bon. Puis dans le fond, ça donne un excellent avant-goût du jeu qui s'en vient. Aussi que j'ai un gros bémol en fait. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a cette semaine, il y a eu une mise à jour de la démo. On voit pas ça souvent. Non, c'est ça. Une mise à jour de la démo. Et où que je viens fâché en fait, c'est que dans le fond, fâché. Je peux pas être fâché parce que c'est une démo, c'est gratuit. Là. Ouais. Donc je suis déçu. On va dire ça ainsi. Dans le fond, il y a un accès dans le jeu que tu peux monter des marches en activant un mécanisme. Et dans le fond, il y a une pièce avec un téléphone ou qu'il y a un mur, ou qu'il y a 104 murs. Et ils ont décidé dans la mise à jour d'ouvrir l'espace. Mais là, dans la démo, il y a des portes que tu peux pas ouvrir. Et là, dans ce nouveau lieu, tu arrives, tu trouves des balles. J'ai trouvé, il y a un doigt de mannequin qu'on trouve dans la première version du démo. Et on trouve la main qui relie le doigt à la main. Et tu trouves une clé écrite sous-sol. Tu te dis, oh, shit, on passe à une autre étape. Alors moi, tu t'excites avec mon personnage, je descends en bas, m'ouvrir les portes. Rien s'ouvre. OK. J'assemble le doigt avec la main. Il n'y a rien à faire avec. J'ai fait la démo, j'ai fouillé partout. La démo de 3 gigs n'apporte absolument rien à part d'amener quelques items de plus. Et c'est tout. Ouais, ben, elle a été critiquée pour ça. La démo est très limitée. Il voulait juste montrer, c'est comme une démo bêta, parce qu'il voulait juste montrer ce qu'il allait, les nouveaux concepts qu'il voulait approcher. Surtout de revenir à la base, parce qu'on sentait qu'il est en train de se perdre un peu dans l'univers. Mais je trouve ça paresseux comme mise à jour. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas... mais en même temps, ils ont dit qu'ils voulaient comme faire la surprise, parce que les gens ils ont très peur de ce qui arrive pour Resident Evil, parce que les derniers ont été beaucoup critiqués. Ouais. Et la compagnie en a mangé une volée pour ça. Si je peux m'exprimer de même. Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que là, actuellement, le monde se fâche parce que Resident Evil s'en va ailleurs avec des personnages pas connus de ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que on est tellement rendu qu'on a un Call of Duty à chaque année, on a un Battlefield à chaque année. Tout ça ressemble, tout est disparait au même et ils prennent pas de risques. Là, on essaie quelque chose, là, tout le monde est fâché, on retourne à la survival horror. On peut aussi apprécier le jeu comme il est. Moi, j'apprécie ça parce que mon Resident Evil préféré, en fait, mes deux préférés, c'est le 1 et le 4. J'ai toujours aimé ces deux, surtout le 4, c'est lui que j'ai plus joué. Et c'était des jeux, écoute, c'est des chefs-d'œuvre. Le 1 à 4, là, le 5 est correct, mais le 1 à 4, c'est vraiment moi, vraiment, dans mes coups de cœur, c'était le 1 et le 4. C'est des jeux qu'on voit plus dans le sens que, dans ces jeux-là, il faut pas que tu fonces ces zombies. Tu sais, si tu commences à attaquer les zombies, t'as plus de chances de crever que de survivre. Il faut vraiment que tu sois intelligent. Faut que tu regardes tes munitions et t'agis en conséquence de. Ouais, il faut que tu trouves des échappatoires. Tu sais jamais ce qui va arriver quand tu vas pencher la porte. Exactement, c'est ça. Puis tu peux pas sauvegarder à chaque moment. Il y a des moments clés où tu peux sauvegarder. Ceci amène un côté encore plus surréaliste. J'aimais ces jeux surréalistes qu'on est en train de perdre. Il y a un mouvement qui est en train de revenir. Il y a certains jeux qui font ça. Le surréaliste, il revient à la mode. Il est en train de disparaître il y a quelques années. Puis j'ai joué à certains jeux de ce genre-là un peu, je pense qu'il y a The Forest qui est pas encore fini, en bêta. Ouais, je sais quoi, j'ai pas joué malheureusement parce qu'il y a uniquement sur PC. Je l'ai acheté en précommande dans le sens pour pouvoir y jouer, j'ai accès à la bêta. Puis c'est un jeu qui à la fois il est pas fini, mais c'est un rare jeu que j'ai adoré pour le fait de la survie qu'on voit plus de nos jours. C'est dans le sens que dans ce jeu-là, ils ont poussé ça au maximum. Faut que tu te nourris, faut que tu bois, faut que tu dors, tu peux avoir froid, tu peux être malade. T'es en plein milieu d'une forêt, dans le fond tu te craches en avion, t'es en plein milieu d'une forêt, puis faut que tu survis. Puis il y a des espèces de cannibales qui essaient de te bouffer. Ouais. À place de mettre des zombies pour pas faire trop chier, on met déjà des espèces de cannibales. Mais c'est un peu le même principe, c'est de la survie. Puis c'est quelque chose que j'aimais avant, qu'il y a beaucoup de surtout dans les derniers Resident Evil, que je m'ennuyais à la fin en jouant Resident Evil. C'est pour ça que moi, jour 1, Resident Evil 7 est rentré dans ma PC. J'ai vraiment hâte, je suis excité.
Moi, je vais attendre la critique avant de l'acheter. Moi, je suis trop naïf. J'ai confiance, puis la démo m'a plu. Mais tu m'as dit que t'avais une bonne nouvelle. Ouais, j'ai du bon. En fait, je vais faire une plug. Nos amis, confrères qui nous connaissent personnellement pas et que probablement ils connaissent même pas le podcast, m'ont fait gagner aujourd'hui le jeu Mega Man 9 et 10 gratuitement sur la PlayStation 3. J'ai pas joué encore, je compte y jouer cette semaine. Je veux juste dire un props aux boys pour m'avoir fait ça, c'est super gentil. Alors, si vous connaissez pas le podcast Arcade Québec, je vous le recommande fortement, c'est des gars passionnés qui adorent vraiment ce qu'ils font. C'est vraiment fun. Sinon, ce que je voulais vraiment parler, j'ai acheté un jeu il y a un mois, ça s'appelle The Evil Within. Un de mes amis qui travaille au Vidéotron a réussi à me le vendre à 10$, je pense qu'il est flamand neuf en plus. J'avais jamais joué. J'avais hâte de l'essayer, mais j'étais sceptique parce que de ce que j'avais vu, ça me plaisait plus ou moins, mais à 10$, bon. Mais là, ça faisait un mois qu'il traînait dans ma bibliothèque, puis cette semaine, je me suis dit, je joue à maintenant, là, faut pas le laisser là. Alors, je mets ça dans ma play. J'ai passé à travers 3 jours, je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai commencé, je crois, mercredi, jeudi, et je l'ai... Toi, ta contexte, c'est quoi le jeu? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est CJ Mikami, en tout cas. C'est lui qui a fait le Resident Evil 1, 2, 4. Ok. C'est une belle coïncidence, très savoir l'horreur cette semaine. Ça a donc du potentiel déjà, là. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, c'est un univers, c'est un jeu profond. Dans le fond, tout se passe dans le cerveau. Tout est dans le cerveau, d'un cerveau. Tous les lieux ont un sens relié au cerveau. C'est très, très macabre. C'est très violent. Les boss sont pas toujours évidents. Mais je te dirais que le défaut majeur du jeu, en fait, c'est que c'est très die and retry. Tu meurs parce qu'il y a des pièges partout dans le jeu. T'as l'impression comme des pièges juste pour rallonger le jeu. Genre pour te ralentir, dans le fond? Ouais, c'est le feeling que j'ai. Tu t'adaptes, mais le jeu, il y a une ambiance. Il peut pas particulièrement peur. En fait, il peut plus ou moins peur, mais en fait, c'est l'omniprésence. Tu te sens... c'est la lourdeur du jeu. C'est lourd comme jeu. Tu sais, pour le vrai, toute la l'heure, j'avais hâte de le finir. Parce qu'il est très long, il m'a pris comme 11 heures, 12 heures pour le finir. C'est long. J'avais hâte de le finir, puis un coup, je l'ai fini. Bon, j'étais comme, bon, ça, je le referai. J'ai un goût de jouer encore. Et les jeux de même, il y en a pas, il y a certaines catégories de jeux qu'on appelle ça vraiment hard, des jeux vraiment hard. Un peu à la Dark Souls aussi, ils sont connus pour ça. Mais il est plus ou moins dur, lui. Ah non? Tu parles des pièges tantôt, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ouais, il y a des pièges. Au début, tu as un shot, puis plus t'avances, plus tu peux upgrader ton gars, puis parce que la série Dark Souls, c'est un peu ça. Les gens ont beaucoup critiqué la série, il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, c'est très mitigé, parce que c'est un jeu avec un niveau de difficulté élevé. Ça c'est rarement vu, là, je veux dire. Tu fais un pas, tu peux mourir. Mais Evil Within, c'est un jeu d'horreur, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est très simple, et les monstres ont des styles vraiment fucked up. Il y en a un que c'est comme une tête d'un coffre-fort avec du barbelé autour. Tu te avec un gros marteau, puis si tu faisais un poignet, tu un shot, ou t'en as un, c'est comme une fille araignée que les pattes vont de tous les bords de côté, qui fait des bruits puis qui apparaît. C'est vraiment un freak. Écoute, tu donnes le goût d'y jouer, là. C'est vraiment bon. Écoute, à 10$, on fonce. Ben oui, c'est ça. À 10$, là, j'ai vraiment, j'ai apprécié le jeu, puis tantôt, je vais aller regarder des gameplays du jeu, ça, c'est certain. J'ai vraiment aimé. Si t'aimes les jeux d'horreur, fonce. J'adore les jeux d'horreur. Quand ils viennent me chercher, là, pas quand je m'ennuie, comme surtout qu'il y a un aspect psychologique en arrière intéressant. Probablement que la première fois que tu finis le jeu, tu t'auras peut-être pas tout saisi, mais il y a vraiment une profondeur en arrière, ce que j'ai apprécié. La fin est un peu mais tout de même appréciable. Ok, écoute, ça me donne le goût, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais parler dans leur sujet? Non, je pense que ça va être pas mal tout. Dans le fond, est-ce que tu es prêt à passer à notre film d'aujourd'hui qui est Birdman? Ah oui, je suis prêt. Et toi, est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Alors, on se revoit de l'autre côté. Yes! Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Bon, on va parler de Birdman aujourd'hui. Vous embarquez dans la zone non-spoilers. On va vous parler de ce qu'on a pensé de ce chef-d'œuvre-là, on va dire ça. Dans le fond, on va vous résumer rapidement, dans le fond, qui a réalisé le film et les acteurs principaux. Dans le fond, pour ce qui est du film, actuellement, c'est Alejandro González qui réalise le film. C'est lui qui nous a fait The Revenant et Babel. 2 films que j'ai pas vus, mais qu'on m'a dit qu'ils étaient très bons. Ouais, The Revenant, c'est dans ma bucket list. Vraiment, je l'écoute. J'ai mettant en vedette l'excellent Michael Keaton, qu'on a pu voir dans le Batman.
Oui. Et qu'on a pu voir dans Beetlejuice. Ben oui, le grand classique. Ou le très misérable Need for Speed. Ou le remake de Robocop. En tout cas, aussi on met en vedette Edward Norton, Emma Stone et Zach Galifianakis. Bravo! Je serais pas capable de le dire. Ce film-là est sorti en 2014 avec un budget de 22 millions. On a rapporté 103 millions. C'est ce qu'on appelle un succès. Ben oui. Pour un film plus ou moins indépendant, indépendant, oui, mais non. Mais parce que c'est quand même un gros casting. C'est la fois que je t'ai sur deux choses. Premièrement, on n'a pas dit le nom en français, on veut se le dire pour la forme. C'est Birdman ou les vertus insoupçonnées de l'ignorance. Ouais, c'est très. Mais personnellement, je préfère le titre en anglais, ouais. Plus accrochant. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a parlé de réalisateurs, mais dans le fond, c'est ça, c'est un réalisateur un peu connu en tant que tel. Il vient de se faire connaître. Il se connaît surtout pour Babel avant, puis maintenant pour Birdman et The Revenant qui était tout le monde en parle, il faut que je le voie. L'ours là-dedans est excellent. Écoute, il faut qu'il y ait un Oscar. Oui. Tout le monde dit qu'il y a un Oscar. Mais c'est ça, à part ça, c'est récent. On peut pas trop parler de ses œuvres parce qu'il a fait aussi l'excellent 21 Grams. Il s'est fait un nom en fait avec ce film-là. Un autre film d'ailleurs que j'ai pas vu. là, tu sors d'ici pis t'en vas écouter ça. Et ça a juste pas donné, c'est un réalisateur que je connaissais pas, il est récent. Là. Ouais, mais tu sais. Mais il est bon, on le voit tout avec ce qu'il fait, qu'il amène de la qualité, là. Sinon, qu'est-ce que t'as pensé du film? D'abord, je commencerai par parler du personnage principal brièvement pour comprendre, parce que dans le fond, en fait, on n'a même pas fait un résumé du film, on faudrait comme faire un résumé du film. Je vais te laisser le faire. Merci. Écoute, dans le fond, Birdman, c'est l'histoire tourne autour d'un acteur qui a fait une saga de films de super-héros dans le passé, des années bien avant ça, puis maintenant, il est comme plus vraiment de carrière, et il essaie de se refaire faisant une pièce de théâtre à Broadway, et ça va pas super bien comme des péripéties. Et dans le fond, le rôle titre est joué par Michael Keaton, qui, comme tu as dit, a été connu par Batman, donc c'est une ironie en soi. Il a été choisi pour ça, c'est un peu comme si on voyait sa vie. Parce que Michael Keaton, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, c'est lui qui a fait les deux premiers Batman des années 80. C'était deux très bons Batman, d'ailleurs. Et après ça, sa carrière a commencé un peu à disparaître. Il a pas fait de gros films par la suite tellement. Il a été connu par Beetlejuice. Beetlejuice, ouais. Après, il a commencé à disparaître un peu des écrans. Il revient, d'ailleurs, ce film-là l'aidait à revenir. Il commençait à faire d'autres films. Il a fait le remake de Robocop, comme j'ai dit tantôt. Et dans le fond, le film, brièvement, on suit sa vie, qui essaie de refaire sa vie en faisant une pièce de théâtre. Et le film apporte un élément intéressant dans la réalisation, c'est c'est un film qui a juste un plan en continu, mais c'est un faux plan, mais ça donne l'effet qu'on voit toujours juste un plan du film. Pour résumer rapidement comment que ça fonctionne, en fait, pour ceux qui connaissent plus ou moins c'est quoi un plan séquence, en fait, ce qui arrive, c'est que la caméra va suivre le personnage d'un bout à bout du film, dans le fond. Il va être en arrière de Michael Keaton, ou des fois il va s'en aller vers d'autres directions, ou ils vont couper sans qu'on s'en rende compte. Et dans le fond, ça se veut, on filme d'un coup et on fait jusqu'à la fin. C'est, dans le fond, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de coupeur. Et c'est ça, on est toujours dans l'action, on est toujours... Exactement. Si les coupeurs ont lieu, on les voit pas. C'est probablement, des fois, ça vient juste noir parce qu'ils changent de décor, mais en fait, c'était là que la coupeur se fait. C'est d'ailleurs le plus long faux plan séquence de l'histoire du cinéma. Il dure tout le film. À fond, c'est l'impression qu'il dure tout le film, même si c'était fait en montage, mais tout le long, on a l'impression de suivre la même caméra du début à la fin. Donc, pour le film à la base... Mais si tu me permets, je vais mettre vas-y. Parenthèse, parce que j'aime ça mettre des parenthèses. Tu connais-tu le réalisateur Hot? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le fond, s'est occupé de 19-2, la série. Et en plus, dans le fond, lui, il a fait un film récemment. Ça s'appelle King Dave. Je pense que ça me dit quoi? Et dans le fond, King Dave, ce qui est fantastique de ce film-là, en fait, c'est qu'il l'a fait en un plan séquence sans aucune coupure. Aucune coupure, c'est... Oui, j'ai entendu parler de ce film-là, c'est une première dans l'univers du cinéma, peu importe le pays, là, c'est la première fois qu'on fait un film comme ça. C'est la première fois, il a été acclamé à Fantasia. Je vous le recommande grandement, c'est un très bon film, et c'est bizarre, mais un plan séquence aussi long, ça accroche. T'es tellement pas habitué de voir ça que ça... Et c'est ce que Birdman apporte. Non, c'est ça, on est déjà intrigué dès le début du film, on est intrigué du film. Tu m'as demandé si j'avais aimé le film. J'ai aimé le film. Le personnage, à la base, j'ai trouvé ça ironique parce que je connaissais l'histoire derrière de ça, il faisait Batman. Tout de suite, ça m'a accroché à son personnage. C'est pas un film d'acte, c'est un film, c'est une comédie dramatique. Donc, c'est un film profond. Il y a beaucoup un côté psychologique au film. Chaque personnage
on voit sa psychologie. J'ai beaucoup aimé ça, c'est un film bien détaillé pour ça. J'ai aimé le film. Quand je faisais ça, je m'attendais pas à l'aimer. Parce que ça avait pas l'air d'un film avec une histoire intéressante à la base, dans le sens où c'est un acteur qui essaie de faire une pièce de théâtre. Mm-hmm. Puis ça tourne tout autour de la pièce de théâtre. Je veux dire, on voit beaucoup de scènes de la pièce de théâtre. Puis Michael Keaton, c'est pas l'acteur que, oui, je l'aime, mais à part Batman, je l'ai pas vu dans des rôles intéressants. Donc j'étais pas sûr, mais quand j'ai appris que c'était comme une histoire semblable à la sienne, ça m'a donné le goût de voir juste pour ça. Puis je pense que c'est ça aussi qui a aidé au film. C'est que beaucoup de gens aimaient Michael Keaton pour Batman, puis ils trouvaient l'ironie dans ça, alors ils l'ont vu pour ça. Et parce que ce qui est drôle, c'est qu'on peut faire un parallèle. Birdman, justement, raconte l'histoire d'un has-been du cinéma qui a fait un film de super-héros surnommé Birdman. Et dans le fond, où que je vais en venir avec la parallèle, c'est que Michael Keaton a fait Batman et c'est les deux, dans les deux sens, ont nuit à leur carrière par la suite. Exactement. C'est ça qui, je pense, ça rajoute une couche parce qu'on y croit encore plus. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi cet acteur-là pour le faire. Il y avait ce qu'il fallait pour présenter ce personnage-là. Ben, parce que il vivait déjà, alors il vivait encore plus un personnage comme ça. On le voit tout dans ses interprétations. Tout est dans tout. Michael Keaton dans ce film-là, j'ai goût de le revoir maintenant dans d'autres films parce qu'il m'a donné le goût de le revoir au cinéma. Il m'a donné une prestation époustouflante. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Écoute, j'ai beaucoup aimé son personnage. Le jeu d'acteur, autant de Edward Norton ou de Emma Stone, tout le monde joue excellemment bien. Et c'est drôle parce que on voit Zach Galifianakis et encore une fois, bravo. jouer ce qu'on n'est pas habitué de voir. Pour ceux qui connaissent pas l'acteur, la fois, il a été connu pour faire une des plus grandes sagas du cinéma actuel, qui est Le lendemain de veille. Ouais, ou Hangover, en anglais. Qui, la fois, il fait le barbu dans les quatre gars. Et moi, je trouve ça, c'est le plus drôle de la gang. Puis, il est maintenant connu pour le genre comique, mais il commençait à faire des rôles contre-emploi. Ouais. Et ça, c'est une preuve qu'il est capable de faire parce qu'il n'y a aucunement drôle dans le film. Non. Il est même gonflant. Je veux dire, il est là en omniprésence, et tu te dis, il est là pour faire chier Michael Keaton carrément, mais il joue de façon exceptionnelle et je pense que ça prouve. Je pense que ce film-là, ce qui arrive pour qu'il le rende aussi bon, c'est que le jeu d'acteur, autant l'interprétation, quand les acteurs se confrontent, tu sens toute l'énergie, tu sens la frustration de Michael Keaton, puis tu sens parce que Edward Norton, c'est pas loin d'être ça aussi, étant has-been. Ah, ben oui. Ben, Edward Norton, il a une carrière assez semblable. C'est des hauts, il y a des hauts, des bas. Je veux dire, je connais sa carrière, mais. C'est ça qui donne un choc. On le voit une fois de temps en temps faire des bons films, puis à un moment donné, on le voit plus. Là, il y a rien, on le voit plus. Il y a Emma Stone là-dedans, la magnifique Emma Stone. D'ailleurs, Edward Norton, il est un peu proche de Batman dans le sens qu'il a vécu un semblable. Il a fait Hulk. Puis c'est ça. Après, il y a un down dans sa carrière parce que ça il a comme pété un peu sa carrière parce que ça a été pas un film qui a été très acclamé. Et après ça, il a pas fait de gros films puis il est revenu un peu après. Ben, c'est ça qui est merveilleux. Dans le fond, le film, il est tellement méta que ça rend le film encore meilleur. Sérieusement, puis le film a gagné plusieurs Oscars. Il a obtenu notamment l'Oscar du meilleur film et le réalisateur a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est pour dire que ce film-là est un chef-d'œuvre. On peut juste le recommander. Pour une fois, on est d'accord, c'est à recommander. Écoutez, parce que c'est le genre de film, des fois, dans la vie, tu vas arriver des fois un dimanche, je sais pas, après-midi de pluie, t'écoutes un film, tu te dis, on va voir, si j'aime ça, j'aime ça. Puis des fois, il y a des films que t'embarques et tu ne décroches pas. C'est tellement, le film passe vite parce qu'il est en un conséquent. C'est ça, ça va super vite, là. Il faut que tu restes concentré. Ouais. C'est vraiment intéressant, puis le film va dans des directions, tu te dis, voyons donc, ils vont par là, parce que là, je veux pas faire de spoiler. Non, mais j'ai des choses que je veux dire en spoiler parce que le film, il amène aussi quelque chose d'intéressant, il mélange des genres de films qu'on est habitué de voir ensemble. Parce que il y a des scènes d'effets spéciaux qui sont, même eux autres sont impressionnants. On dira rien. Non, on va en parler dans le spoiler. Mais même les scènes d'effets spéciaux sont impressionnantes. Ah non, écoute, tous les acteurs dans le film, il y a aussi d'ailleurs une actrice qui fait de plus en plus populaire, qui est Emma Stone, qui fait de plus en plus des gros films. D'ailleurs, Woody Allen, il a dit que c'est une de ses actrices préférées. Je l'adore. Elle fait, je pense, 2 Woody Allen à date. C'est une actrice que je connaissais pas beaucoup à la base. Je l'ai connue avec le film Le Drummer. Je sais pas si tu connais, c'est un film qui a passé un peu sous les radars. Moi, c'est Superbad, je l'ai connu. Oui, je l'ai connu aussi grâce à ça, mais le premier film vraiment que je l'ai connu, c'est son premier film, en fait, qu'elle a fait. Non, en fait, Superbad, c'est son premier film. Son deuxième, c'est Le Drummer. Moi, je connais la cause du Drummer. C'est dans le fond, c'est le film, ça suit un groupe qui doivent jouer au bal finissant. Puis leur drummer, il est malade. Il est malade. Donc, il a besoin d'un nouveau drummer, puis il demande à l'oncle d'un des musiciens
qui est un ancien drummer d'un groupe à succès qu'ils l'ont mis de côté parce que son look était pas attirant pour le public. Donc, ils l'ont mis de côté pour prendre un nouveau drummer. Puis maintenant, ce groupe-là, c'est le groupe le plus populaire au monde. Puis d'ailleurs, il y a un cameo de Bradley Cooper qui fait un guitariste. Bref, c'est pour dire qu'elle, dans ce film-là, elle fait un des membres du groupe, elle joue de la bass. Puis quand je l'ai vu, j'ai tout de suite aimé ça, son personnage. C'est un personnage timide. Elle avait une personnalité vraiment intéressante. Puis à ce moment-là, après, dans chaque film que je l'ai vu, je trouvais que c'est une actrice intéressante. Puis dans ce film-là, elle met son jeu vraiment profond, là. Elle fait la fille du personnage principal, puis ces deux-là, tu vois souvent dans le film, il y a beaucoup de scènes qui se... C'est tout le temps... il y a comme un choc entre les deux. C'est ça, je veux dire, ils se confrontent sans arrêt. Ah, c'est ça. Mais c'est impressionnant parce qu'Emma Stone... Non, même pas. Je veux dire, parce que c'est tellement de choses, je veux dire, ce film-là, tellement que c'était tellement un bon film, c'est que tu sens... Comment je pourrais dire? Tu sens la colère des deux personnages, mais tu vas prendre autant pour elle qu'il y a des fois vraiment des bons points, et autant pour lui qu'autant il y a des bons points. Tu comprends-tu? Ah, oui. Fait que, tu sais, ça, là, ça prouve que le scénario est bien fait, et ça prouve aussi que les acteurs sont excellents. Tu te sens tout le temps entre deux, et, écoute, ce film-là, là, c'est, si vous n'avez pas vu ça, lâchez le podcast, allez écouter ça là. Juste pour finir, on a parlé des 4 acteurs principaux, il y a quand même une autre actrice qui est quand même très connue, qui est là-dedans, le rôle secondaire, qui est Naomi Watts. Ouais, qui était connue surtout pour King Kong. D'ailleurs, mais elle a fait aussi d'autres, quand même, films assez connus. Elle a fait un film quand même mitigé, mais historique, Diana, qu'elle a fait, 2 ans d'avant, c'est sur la vie de Lady Diana, la princesse. Ok. C'est un film qui a été très jugé par la critique, mais qui était quand même intéressant du point de vue historique. L'as-tu déjà vu dans le film Funny Game? Le nom me dit pas, c'est quoi? Là, je dérive, là, mais je vais essayer de faire ça vraiment vite parce que je veux pas m'éterniser. Vas-y. Funny Game, dans le fond, c'est un film un peu à la Clock Tower. Orange, voyons. Orange Mécanique? Oui, c'est ça. C'est froid. C'est très froid. Et c'est, dans le fond, c'est un couple rapidement, là. Je veux vraiment faire ça. C'est un couple qui est enfermé avec un enfant, qui sont enfermés dans la maison par des psychopathes habillés en veston, pas en veston cravate, mais en costume de golf. C'est très, très froid. Et elle est tellement bonne là-dedans. Faut écouter ça aussi. Je suis d'accord, mais rapidement, elle a fait beaucoup de rôles des rôles marquants. Mais de l'avoir là, de faire un rôle comme relativement secondaire, on s'entend. Elle n'a pas une grosse importance dans l'histoire. Mais son personnage, quand même, chaque personnage dans ce film-là, c'est intéressant, ce qui apporte un atout au film. Ouais. Parce que, puis il embellit Michael Keaton. Ouais, c'est ça, parce que à la base, c'est comme son groupe d'acteurs qui ensemble font la pièce de théâtre, puis on les suit tout le long du film. Puis elle, la fois, c'est une des actrices, puis elle amène son côté, elle amène sa personnalité dans le film. Puis c'est fou, chaque acteur amène son grain de sel qui fait que je pense qu'il va falloir d'un côté spoiler pour vraiment détailler tout ce que je veux dire, mais en tout cas, si vous voulez pas embarquer dans la zone spoiler, il fait bien parce que si vous n'avez pas vu le film, on vous le recommande chaudement. Effectivement. Alors, on se revoit dans la zone spoiler. Et oui. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Bienvenue dans la zone spoiler. Alors, on va spoiler en masse. Oui, oui. Alors, je vais laisser Mathieu se lancer en premier. Je tourne en haut. Parfait, je plonge. Dans le fond, de prime abord, comme on a dit, le film il y a juste un plan séquence, donc ça donne quelque chose de très particulier. Le film tourne autour d'une pièce de théâtre, aussi c'est tellement intéressant. D'ailleurs, c'est une pièce de théâtre qui est très connue, je ne sais pas la base, mais elle est connue. Dans le fond, le film mélange des éléments très intéressants, parce qu'on a vraiment parlé tantôt, il y a des effets spéciaux. Vous allez me dire, comment il peut y avoir des effets spéciaux dans un film qui tourne autour d'une pièce de théâtre? Eh bien, dans le fond, c'est qu'on a dit que dans le fond, le personnage principal, il avait fait une série de succès de Birdman, et le personnage vient le hanter. Dans sa tête, il est tout seul dans sa tête. Dès le début, on le voit, il est en train de méditer. Il médite avant de se faire la pièce, puis il flotte dans les airs, puis il y a Birdman qui lui parle, puis il essaie de le convaincre de refaire Birdman. Là, on film, il va y avoir une interaction entre lui puis Birdman. Dans le fond, c'est lui contre lui. Et il y a un combat dans le fait de retomber dans le fait de faire une saga, de refaire une saga super-héros. Puis j'ai aimé aussi, au début, il y a un clin d'œil quand il fait sa méditation. Il parle de Avengers qui disent qu'il a fait des millions au box-office pis ça. Ah oui, c'est vrai. Puis Birdman, il dit, toi aussi, tu peux faire des millions comme eux. Tu l'as déjà fait avant, tu peux le refaire. Puis il y a plein d'influences à d'autres univers de héros. Et dans le fond, les premiers effets spéciaux, c'est là, il y a des pouvoirs. Quand il est dans sa tête, on ne sait pas, il y a des moments qu'il est dans sa tête, c'est là qu'on voit les effets spéciaux. Comme là, au moment qu'il marche dans la rue. Ouais, aussi, mais la première, c'est quand il médite, il flotte, il se met debout, puis il fait une colère, il commence à tout briser autour de lui. Ah oui, c'est vrai. Puis il soulève des trucs à distance, puis il y a Birdman qui lui parle. Après, comme tu dis, dans la rue, plus loin dans l'histoire, il marche dans la rue, puis il est frustré. Puis il y a Birdman qui vient le voir, puis il essaie de le convaincre de revenir. Puis là, il y a comme des effets spéciaux d'explosion, puis il y a un oiseau géant qui arrive. Puis là, c'est comme, ok, mais on en dit un film d'action, on comprend pas. D'une certaine manière, ça amène le charme du film, ça nous déstabilise.
On s'attend pas à voir ça dans ce genre de film-là. Puis ça apporte le côté psychologique que le personnage de Michael Keaton est en ce moment-là. Exactement. Là, ça donne, parce qu'il se sent encore comme un super-héros là-dedans. Autant qu'il l'est plus, il sait qu'il est has-been, mais il se sent encore ultimement pas comme Birdman pouvait l'être. Non, c'est ça, on voit qu'il est comme, il est pris avec ce personnage-là, tout le monde le connaît à cause de ça, puis personne pense qu'il peut faire mieux que ça, puis ça le met en colère, puis il veut prouver qu'il fait autre chose, mais en même temps, il a de la misère à vivre, puis il sait que s'il recommence à faire ça, ben, il pourra vivre mieux. Fait qu'il y a comme un débat intérieur là-dessus, et c'est très intéressant parce que on a parlé aussi, mais il y a une anecdote à savoir, c'est que à la base, Michael Keaton a refusé de faire le 3e Batman, qui a été le plus mauvais des 4 Batman qu'il y a eu des années 80. Parce que c'était plus Tim Burton, ça se fait ça. Tim Burton, ils ont changé de réalisateur, puis on demandait à Michael Keaton s'il voulait continuer, puis il a dit non, qu'il voulait pas continuer. Donc on a changé l'acteur, puis je savais pas l'acteur tellement que ça n'a pas été super bon. C'est Val Kilmer. Ouais, ben, c'est ça. C'est quand même moins pire que Batman lui. Ouais, c'est pas le pire. Le pire, c'est le 4e, là, avec George Clooney. En tout cas, on parle pas de ça, là. Bref, tout ça pour dire que c'est une anecdote intéressante parce qu'ils disent à la film aussi la même chose. Ils ont refusé de faire un Birdman 3. J'ai trouvé ça aussi, encore une fois, que ça serait c'est tout des petits clins d'œil, hein. Puis c'est ça, tout le long de l'histoire, dans le fond, de temps en temps, il y a des scènes de pièces de théâtre, si tu pratiques les pièces de théâtre. Ouais, c'est ça, je voulais en parler. Je pense que c'est une des premières scènes de théâtre avec Edward Norton qui fait une coche là-dedans. le dialogue, parce que dans le fond, le plan séquence, comment il marche, c'est qu'il va tourner en rond autour de la table. C'est ça. Et ça apporte comme un sentiment, parce qu'ils vont parler éventuellement chacun leur tour, et tu vois les confrontations, mais ça apporte le fait qu'ils tournent à table, qu'ils tournent autour de la table, excusez-moi. Ça apporte vraiment l'élément, tu te sens dans la bulle des 4 personnages qui se parlent entre eux, qui pratiquent, puis que dans le fond, ça dérape. Tu sais, dans le fond, c'est pas évident de faire un plan séquence que tu tournes autour d'une table. Ça a l'air bien niaiseux. Non, ça a niaiseux, mais c'est bien fait. Je veux dire, parce que séquence. Tu vois pas l'équipe de tournage là-dedans, là. C'est vraiment bien fait. Puis, Edward Norton, je pense que c'est une des scènes qui se surpasse le plus là-dedans. Ben, à chaque scène qu'on le voit dans le théâtre, là, c'est pas un bobette, là. T'es comme surpris de la façon qu'il amène ça. Il y a une prestance, là. Le personnage, il a un côté colérique. Il se croit être comme un peu un acteur modèle. Puis il faut qu'il fasse à sa façon, sinon ça marchera pas. Donc au début. Mais c'est parce qu'Edward Norton est comme ça. C'est une diva, je te le jure. Je savais pas. Oui, Edward Norton a une mauvaise réputation d'être une diva, puis il va aller voir le réalisateur et va dire non, ça marche pas comme ça. Moi, je veux ça comme ça. Il est vraiment de même. Tu savais pas ça? Non. C'est encore plus méta que tu penses. Mais dès le début, on le voit dans la première scène, il doit faire une scène qui dialogue. Puis ben pas dans la répétition, mais dans la vraie scène qu'ils font à l'avant-première. Puis il remplace la bouteille d'eau, une fausse bouteille d'alcool remplie d'eau, par de la vraie alcool. Puis il est en train de se saouler sur scène. Puis là, l'acteur principal, le personnage principal qui est Michael Keaton, le réalise, puis il prend la bouteille subtilement, puis il la remplace par la fausse. Puis là, c'est là que dérapage, il se lève, puis la pièce de théâtre, ça scrape, il commence à s'engueuler les deux sur scène, puis t'es surpris de la scène, tu t'attends vraiment pas à ça. Puis parce qu'à date, dans le film, la pièce de théâtre est un échec aussi. Là. Ouais, c'est ça marche pas. Il essaie de monter une pièce de théâtre, mais ça se pète à chaque fois. Puis ça, c'est comme l'avant-première, c'est ça qui va permettre de vraiment partir de la pièce, puis il la scrape à cause de lui. C'est tellement méta comme film que c'est épatant. Tu sens, je sais pas comment le projet a pu naître, parce que je pense pas que Michael Keaton a travaillé sur le scénario, pas du tout même, je crois. Et je sais pas si le réalisateur Alejandro González comment je pourrais dire, avait déjà ça en tête de faire ça. C'est spécial parce que c'est tellement original comme approche, et le plan séquence rajoute du poids sur le film en soi. En tout cas, je sais pas comment bien m'exprimer pour ce film-là, tellement que ce film-là, il est grandiose. Ah non. Et c'est le mélange de tantôt on parle d'effets spéciaux, de scènes comme ça. Ouais. Il y a une alternance entre des scènes de théâtre, des scènes de séquence qu'on suit le personnage, puis des effets spéciaux quand on est dans la tête du personnage principal. Et à chaque fois, on pense que ça pourrait pas fitter ensemble dans ce genre de film-là, mais tout le côté dramatique reste en place pareil. Ça apporte tous les éléments dramatiques. Et même les pièces de théâtre, c'est comme jouer une pièce de théâtre dans un film, c'est comme jouer un double rôle dans le fond. Ouais. Puis c'est bien fait aussi. On sent, c'est une pièce de théâtre dramatique, on le sent encore plus dramatique dans la pièce. Et pour aller à la fin brièvement, ça finit très drastique le film là. Ouais, quand même. Des fois il y a une scène qu'on voit plusieurs fois dans le film, qui c'est la dernière scène de la pièce. Puis à chaque fois il arrive de quoi, puis la scène va pas bien. Dans le fond c'est que
dans le fond, le personnage principal Michael Keaton apprend que sa femme le trompe, qu'il va la voir. Puis la scène commence qu'ils sont dans l'amant puis sa copine sont dans un lit. Puis il surprend, puis il y a comme un orage, c'est encore plus dramatique, puis il arrive, puis il est comme tout déboussolé. Puis il est comme, ok, mais là, j'ai plus de but dans la vie. Dans le fond, je sais plus quoi faire. Il sort une arme, puis il pointe dessus, puis il fait pas d'erreur, tu vas regretter tout ça. Puis finalement, il pointe lui-même, puis il se tire dessus. Puis à chaque fois qu'il arrive cette scène-là, il y a tout le temps de quoi qui se passe. La première scène, Edward Norton, il veut presque coucher avec l'actrice dans la scène, pour vrai. Puis genre, elle gueule pis tout ça, pour penser au début que c'est faux, mais c'est pas voulu. Puis à la fin, il pète une coche, après la scène. La deuxième scène, Michael Keaton se retrouve en bobette à l'extérieur du théâtre. Ouais. Puis il rentre, puis il fait la scène en bobette. Et c'est très troublant. Puis la dernière scène, dans le fond, qu'on la voit, cette scène-là, qui fait la fin du film, l'acteur réalise que vraiment, sa vie marche vraiment pas, il est pas capable de prendre dessus. Birdman, il est en train de revenir dessus lui, puis là, il est découragé. Il prend une vraie arme pour faire la scène. Puis à la fin, il se tire dessus. Puis là, il tombe à terre. Puis les gens l'acclament parce que c'est tellement réel. Puis là, après, là, on n'a pas d'affaire sur l'épisode, c'est un succès parce qu'il a réussi à faire sortir l'émotion qu'il voulait faire sortir. Puis il a vraiment réussi. Puis là, il est comme à l'hôpital. Puis il est comme, ok, j'ai enfin réussi. J'ai réussi à me détacher de Birdman. Puis là, t'es comme, ok, ça finit bien. Puis là, il voit sa fille, il réussit à se concilier avec sa fille. Ça a l'air de finir bien. C'est comme, ok, ça va faire l'happy ending. Puis là, t'as juste, il se lève, il va se voir de la fenêtre. Puis on voit sur un oiseau partir. Puis le film finit de même. Je pense que ça sous-entend quoi, la fin? C'est comme, il est parti en paix. Fait que dans le fond, il est peut-être mort, dans le fond. Ça sous-entend qu'il se suicide, mais en même temps que c'est l'oiseau, dans le sens que il a fait la paix avec Birdman, s'il a réussi à se démarquer de Birdman. Ouais. Tout le long du film, il essaie de prouver qu'il est plus Birdman. Puis à la fin, il réussit, tout le monde l'acclame avec sa pièce de théâtre, puis il est comme, ok, ben, je peux mourir en paix, je suis plus Birdman, je suis autre chose. Parce que souvent, ce qui arrive dans le théâtre, dans le cinéma, il y a beaucoup d'acteurs qui sont pris par leur rôle. Keaton, c'est un exemple, il y en a beaucoup, malheureusement, que on se souvient d'eux juste pour un personnage. Il y en a un, je dis souvent un exemple, c'est lui qui fait Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Encore, il se débrouille, là, mais il commence à sortir tranquillement de son personnage Harry Potter, mais il y a eu beaucoup de misère au début. Déjà, à la base, pour se détacher, il a tout de suite changé de registre, il a fait un film d'horreur pour commencer. Ben, c'est comme, je sais que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est comme Jim Carrey qui a la misère à se dissocier de la comédie. Oui, entre autres, c'est un exemple. Il y a assez des contre-rôles, mais il y a de la misère avec ses contre-rôles. C'est ça, pis c'est tard, parce que comme Seth Rogen qui joue dans le dernier film de Steve Jobs, j'ai pas vu encore, puis je compte me le taper cette semaine, tu le vois qui veut se dissocier. J'aime ça, moi, des acteurs qui font du contre-emploi, et techniquement, Birdman en est quasiment un, tu sais. Tu sais, dans le fond, c'est aussi un des films que Michael Keaton devait attendre pour se dire, ben là, je vais être capable de me séparer de Batman, tu sais. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'il veut se tirer dans le pied, mais là, actuellement, on n'a pas confirmation 100% sûr, mais il serait le vautour dans Spider-Man. Alors, il retourne dans les films de Spider-Man. Oui, j'étais très surpris quand j'ai appris ça. Il avait dit qu'il voulait plus faire une bande de super-héros, puis il a accepté de revenir. Au début, il a refusé d'ailleurs de faire les méchants de Spider-Man. Il avait dit non. Finalement, c'est pas encore tout officiel, mais d'abord, il a accepté de faire le rôle du méchant. Puis c'est d'ailleurs l'acteur le plus vieux du film aussi, ce qui est très drôle. C'est le film de super-héros qui va avoir le plus jeune casting de film. Il y a une moyenne de 18-20 ans dans le casting, sauf le méchant, qui est Michael Keaton, qui est quand même rendu vieux. Ben, je suis curieux de le voir dans le vautour. Ça peut être intéressant, même si... Ben, en même temps, c'est un méchant qu'on n'a pas encore vu, mais là, on divague un peu. Ouais, c'est ça. Drôle parce que on parle de Michael Keaton, c'est un homme oiseau, Birdman. Tout est dans tout. C'est pas tout lié. Tout est dans tout. Ben, écoute, j'en ai beaucoup parlé, je veux te laisser aussi, Ben, écoute, je sais pas plus grand chose à dire que toi, parce que je partage vraiment la même opinion que toi. Je considère le film vraiment comme, c'est un divertissement sans égal. Dans le fond, c'est un film qui apporte un vent de fraîcheur. Oui, non. On se sépare un peu de ce que on est habitué de voir dans le cinéma actuel, et malheureusement, ça fait déjà 2 ans que le film est sorti, et on n'a pas vu quelque chose aussi. C'est pas une évolution, c'est pas une révolution non plus, mais c'est un ajout important dans le monde du cinéma actuellement. Puis je crois, parce que surtout dans la grosse vague de films de super-héros, qu'on est abondamment rempli de films de super-héros, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est... Tu sais, c'est pas un film de super-héros, mais c'est un film qui traite de monde. En même temps, il y a une critique aussi du nouvel super-héros dès le début, comme j'ai dit tantôt. Oui, qui colle les Avengers sans les nommer nécessairement. C'est ça, puis c'est une critique dans le sens que le fait que les acteurs qui font des super-héros, il y a un risque en faisant ces personnages-là, ils sont pris après ces rôles-là. Et il y a des acteurs qui ça leur dérange pas, mais il y en a d'autres que... Ben écoute, Robert Downey Jr., j'ai un peu de la misère à voir faire autre chose. Ben oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'il voulait pas continuer, parce qu'il avait peur qu'on l'identifie à ça. En même temps, c'est ce qui a relancé la carrière. C'est ironique, mais ouais. Mais il aime beaucoup le personnage, hein. Si tu le suis sur Facebook,
Mais je pense que tous les acteurs qui sont associés autant à des rôles de même devraient tous avoir un film qui permet de pouvoir exploiter leur talent sur un autre plan. Tu sais, comme Jim Carrey, je souhaite juste le meilleur puis qu'il revienne puis qu'on va le voir en forme. J'aimerais ça le voir faire autre chose. Il est en train de tourner un film d'horreur, on va voir. Mais écoute, il y a vraiment une réflexion dans le film. C'est le genre de film que tu écoutes 2, 3 fois, et qui va te faire réfléchir. Parce qu'il y a vraiment un arrière-pensée, pas juste, ça va autant dans le niveau de la famille, dans le niveau de l'émotion, que des fois, c'est où est notre place, nous autres, ça tout le monde. Tu sais, le film va encore plus loin. Écoute, je pense pas qu'on peut décrire tellement que ce film-là. C'est un film que tu vois plusieurs fois parce que tu comprends pas tout. Ben non, vraiment pas. Puis il y a des détails qui sont là au début, que tu l'apprends à peine, mais tu le sais pas au début. Tu fais le lien, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un chef-d'œuvre en part entière. C'est un film qui mérite vraiment ses Oscars. Le score du meilleur film le mérite amplement. C'est un des meilleurs films, je pense, de la génération 2010. C'est dans le top. Là, c'est sans conteste. Je vais te laisser donner ta note. Qu'est-ce que t'en as pensé du film? Écoute, je vois qu'on a une opinion similaire pour une des rares fois. Je crois qu'on va une note similaire, j'imagine aussi. Je trouve ça chef-d'œuvre. J'y donne un 4.5, un gros 4.5. Ça me paraît beaucoup. Pas parce que je l'ai estimé, mais vraiment, j'ai pris le temps d'utiliser ce film-là. J'ai vu plusieurs fois. Et il vaut vraiment ça. C'est des rares films qu'on classe à part, qu'on fait OK. C'est des films que je veux revoir de temps en temps parce qu'ils valent la peine d'être vus, parce que c'est des chefs-d'œuvre. C'est un film que t'écoutes une fois par année avec plaisir. Ah, c'est ça, tu tannes pas, là. Et moi, ma note, je donne la même note que toi pour une des rares fois. Je donne un 4.5 sur 5. Aïe, aïe. C'est un chef-d'œuvre. Foncez. Vous aimez les films de super-héros? Non. Écoutez ça. Exactement. C'est pas un film de super-héros. C'est un film qui traite du monde. Ouais, c'est ça, du monde de super-héros. Sinon, on va finir avec les plugins, dans le fond. Pour faire rapidement, dans le fond, on est encore en travail pour Reflux RSS. C'est un travail sans fin. Il faut préciser qu'on progresse quand même bien. Ouais. Je suis en train d'éventuellement, on est en train de s'arranger pour essayer d'avoir du monde. Éventuellement, on veut essayer dimanche prochain. On vous le garantit pas. Ça va peut-être probablement aller à l'autre semaine après, avoir un spécial avec un invité ou deux. On va essayer une petite note spéciale. J'en ai fait mention d'ailleurs sur la page, si déjà s'intéresser. J'ai déjà des gens qui m'ont fait des feedbacks là-dessus. On aimerait ça avoir de temps en temps des invités pour avoir d'autres points de vue, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est ça, au lieu de tout le temps Mathieu puis moi. C'est ça, fait que le podcast avance quand même graduellement. Si on réussit à régler le problème du maudit Flux RSS, on va pouvoir s'avancer sur iTunes, sur Google Play. Merci de nous suivre encore. Éventuellement, on va améliorer notre stock. Ben oui, continuez de nous suivre, à commenter, à liker, à partager, à rester à l'afflux, évidemment. Moi, si vous pouvez me suivre sur mon Facebook, Mathieu Prévost. Vous pouvez aussi me suivre sur mon autre page, des positions 3 étoiles. Je dis tout de suite, il va y avoir une vidéo qui va être partagée cette semaine. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a rien partagé parce qu'on a eu des problèmes d'horaire. Mais on a tourné quelque chose. On est dans la dernière partie de la production du vidéo. Alors, je vous invite à rester à l'affût de ma deuxième page. Et Max, on peut te suivre, toi? Vous pouvez me suivre sur Twitter, @MaxTarian, ou sur mon Facebook, Max Tarian. On vous recommande chaudement de suivre la page. Éventuellement, on va aller sur RSZO et on va vous faire savoir. Oui, tout va être actualisé. D'ailleurs aussi, si vous avez des idées de chroniques, des idées pour l'émission, vous voulez participer, mais pas nécessairement à l'émission, mais comme je dis, des chroniques. On en a déjà une le mercredi. Ça fait 3 semaines qui est actif. Si vous avez des idées, vous voulez partager avec de type de films, on peut faire des chroniques sur des films d'horreur ou quoi que ce soit. Si vous avez de quoi à dire, on peut en discuter avec vous, puis on peut mettre le projet sur pied et trouver un moment dans la semaine. Mais c'est sûr que vous devez être engagé. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Vous devez être impliqué si vous voulez participer à ça. Si on met du temps et de l'argent, éventuellement, on va investir vraiment plus. Parce que Mathieu se déplace tout le temps. Alors, ça écoute tout le temps. Bon, moi, ça fait plaisir, mais le premier investissement, je pense qu'il va être intéressant, c'est des bons micros. Ouais. Mais je pense qu'on n'étudiera pas trop la sauce. Je pense que... d'après moi, d'ici à la fin de l'année, on a des micros, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À part, c'est quelqu'un qui va nous sponsoriser. Écoute, on est prêts, hein? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Alors, c'était la Ligue des Cinévores, l'épisode 6. Merci de nous avoir suivis. Et, petite chose dernière, excusez-moi, j'ai oublié. Exclusivement pour cet épisode-là, c'est moi qui ai animé. À ma demande, Mathieu était présent. Et ce sera pas la seule fois. Périodiquement, quand ça va y tenter, il va être animateur. J'ai dit à peu près une fois aux 15 épisodes.
Ça peut changer à moyenne, mais moi, ça me fait plaisir. À la base, comme vous avez pu constater, j'étais l'animateur, mais ça m'a fait plaisir d'y laisser prendre l'animation cette fois-ci. Ça va revenir, inquiétez-vous pas. Si vous avez aimé ça, dites-le nous. Et, excuse-moi, éventuellement, j'en ai parlé. Je veux savoir s'il y a du monde qui serait intéressé que je fasse une courte chronique de box-office. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le box-office. Je pense que c'est maladif, mon affaire. Mais s'il y a des gens qui trouvent sont que intéressés, là. Ouais, c'est ça, intéressé. Si vous trouvez que c'est intéressant, moi, je trouve que c'est quand même intéressant, mais il faut que ça rejoigne le public. Ouais. Donc, dites-le nous. Et si ça embarque, on va l'ajouter à nos chroniques. Et ça va être un plus à notre émission. Alors, je souhaite de passer une belle semaine. Merci de nous avoir écoutés. On était à la Ligue des cinémas et on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.